c'est l'hydromel, la boisson sacrée, celle des dieux et des druides, puisque le guerrier lui boit de la bière. Ou du vin quand il a les moyens, c'est pas toujours le cas. Donc là, vous voyez, on voit bien cette sacralité de la fonction royale, son lien avec le dragon, son identification avec la terre, la protection de la terre. Et on voit quelque chose qui va être très très fréquent au long de l'histoire des dragons et dont on a dû parler hier, je pense, c'est que le roi, sur les conseils des sages et de son frère, il asservit les dragons, mais il ne les tue pas. On ne tue pas, même redoutable, le génie tutélaire, le génie du loup. Donc, il les enivre, il les emprisonne, il protège le royaume, mais il ne va pas tuer, c'est quelque part son mécanisme, son image, sa représentation. Et la forteresse, alors là, on boucle la boucle, la forteresse prend le nom d'Emrys, c'est-à-dire le nom gallois de Merlin Ambroise. Merlin Inglis, Merlin Sylvester, le garçon, le petit enfant savant, mage et magicien, qui tout à l'heure s'appelait aussi Ambroise, donc Emrys. Donc vous voyez, là, il y a tout un nœud de signes, de rappels, qui est tout à fait propre à la légende arthurienne. On n'élucide pas tout, mais on ne peut pas éviter de remarquer quand même ces coïncidences. Le dragon a une autre fonction. Le dragon est prophète, ou du moins le dragon aide à la prophétie. Parce que dans l'histoire des rois de Bretagne, qui elle est écrite au XIIe siècle, par Geoffroy de Monmouth, et qui est l'entrée en scène assez fracassante du roi Arthur, de ses chevaliers et de Merlin, Merlin sous le nom de Merlin cette fois-ci, eh bien, même scène, Vortigern fait venir l'enfant, on le tuer, l'enfant explique le mystère des dragons, et juste après, quand il a vu les dragons, quand il les a lâchés en quelque sorte, et quand il a expliqué le mystère, il se met à prophétiser. Et c'est une prophétie, une transe sacrée, une transe douloureuse, parce qu'il pleure tout en vaticinant, il n'arrête plus, ça sort malgré lui, il va raconter tout le sort de lui, tout le devenir des rois. Ce sont des prophéties, ces prophéties de Merlin, qui vont durer tout le Moyen-Âge, qui sont lues comme au XVIe siècle, qui sont lues les prophéties de Nostradamus. On y croit dur comme fer, chacun les élucide à sa manière, mais elles ont une fonction importante, y compris dans la vie politique du royaume de France, du royaume d'Angleterre et de France. Parce que Merlin prophétise la venue de la jeune fille de Bocheville, qui va sauver le royaume, et qui est Jeanne d'Arc, qui est reconnue comme étant Jeanne d'Arc. Donc la première prophétie de Merlin, c'est le sort du dragon rouge, et il le dit déjà on commence à souffrir, à parler péniblement. Malheur au dragon rouge, le dragon blanc du prince des cavernes, le pays ne sera plus qu'un fleuve de sang, mais le dragon rouge va au triomphe sous le commandement du sanglier de Cornouailles, c'est-à-dire le roi Arthur. C'est bien ce qui se passe, il est terrible, les chansons n'arrêtent pas de revenir, de vouloir reprendre l'île, et c'est vraiment Arthur qui va en finir avec les Saxons, et le sanglier de Cornouailles conquérera les îles de l'océan et les forêts de l'amour jusqu'aux portes de Rome. Donc on a déjà l'annonce de la royauté arthurienne qui est sur l'île de Bretagne, les deux, et même au passage sur la France avec eux. En ces temps, toujours avant la venue du roi Arthur, eh bien, il y a un dragon aussi, un autre dragon, apparaît dans le ciel. Alors là, c'est à l'Éther tout seul qu'il apparaît, et c'est une forme lumineuse. En fait, c'est une comète. Vous savez qu'au Moyen-Âge, la comète est prise très au sérieux, à la fois signe de grands bouleversements à venir, signe de folie, mais aussi d'événements magnifiques. Or, c'est une comète, et c'est la queue de la comète qui se partage en deux rayons, dont l'un va vers l'ouest et l'autre plus vers le sud. Et une étoile d'une taille et d'un éclat prodigieux, je le dis encore, apparut, elle brillait d'un unique rayon, mais ce rayon était prolongé par une boule de feu en forme de dragon, et de la bouche de ce dragon sortaient deux rayons. Uther, le frère du roi, n'en fut pas moins effrayé que les autres. Il s'adressa à tous les sages pour connaître le présage de cette étoile. Il fit entre autres nommer Merlin, qui avait accompagné l'armée. Cet astre, c'est toi qui le représente, de même que le dragon de feu sous l'étoile. Le rayon qui s'étend vers la Gaule annonce ton futur fils très puissant. Le dragon précède l'aventure. Le dragon est comme Merlin. Il ressemble à Merlin. Merlin n'est pas un dragon, c'est un maître des dragons. Le dragon est archaïque et fondateur. Et c'est vrai, quand je vous parlais d'alchimie, il faut quand même se rappeler, moi je ne suis pas très calée en alchimie, j'ai quelques notions, et le dragon alchimique, c'est lui le père de la pierre philosophale. La matière, on va faire sortir la pierre philosophale, on appelle le dragon alchimique. Et il est aussi à la fois son père et sa mère, parce qu'il appelle la materia prima. Donc maintenant, il va commencer le temps d'aller voir, du côté du roi Arthur. On l'a mis en place, on l'a bien fait
Et le bon roi, comme le dragon, maîtrisait le dragon utile au royaume, le dragon utile au devenir des hommes, ils n'existent, ils ne peuvent exister, tous les deux, ils ne peuvent jouer leur rôle respectif que par l'intermédiaire du monde. Les objets symboliques, il y a des casques. Et entre autres, chez Was, on nous le dit quand même à plusieurs reprises qu'à la veille des batailles, le roi Arthur coiffe un casque d'argent gravé de dragon. Ou alors il porte un casque d'argent, métal argenté, qui sur la couronne arbore un dragon, la représentation en volume d'un dragon. Mais ce qui est très intéressant à voir, c'est que ce casque s'accompagne d'autres armes protectrices et talismaniques du roi, et ces armes sont chrétiennes. Il porte l'image de la Vierge, soit sur un bouclier, et à ce moment-là, sur les épaules, il porte la croix du Christ, on dit qu'il porte la croix du Christ pendant 3 jours. Alors, il est évidemment tout à fait inutile de l'imaginer en pénitent, là c'est comme ça assez vite, présente sur le pouvoir. Non, il y a des spalières, des pièces d'épaule qui sont gravées d'une croix ou d'un chiro, dans un ensemble de signes indubitablement chrétiens. Ou alors, le bouclier. Ça change, mais ces armes-là ne sont pas des armes enchantées, ce sont des armes d'un roi chrétien. Elles n'ont pas été données par une mesure extraordinaire du ciel ou des cieux, non, non. Contrairement à d'autres armes qu'il a, qui sont elles l'épée Excalibur, remises par les fées, sous l'égide de Merlin et forgées sans doute par quelques forgerons mythiques dans l'époque où dans la terre, le rouge ou bleu fluo qui était celui du dragon. Et comme de même, il a une lance d'argent qui a la propriété quand même de faire saigner le vin. L'arme, encore une arme qui ressemble aux armes des héros et héros. Donc c'est très intéressant de voir qu'au niveau du roi Arthur, le même phénomène qu'on aura plutôt plus tard avec le Graal, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de coexistence pacifique, de fusion d'une tradition celtique avec la religion chrétienne qui est quand même là depuis 8 siècles à peu près dans l'île. Et les deux ne s'excluent pas, mais se disent tout ensemble pour créer un nouveau personnage et un nouveau corps légionnaire. Et l'autre point assez remarquable dans les objets dragonesques qui entourent Arthur, c'est son oriflamme. L'oriflamme, déjà, c'est le drapeau d'or. Auréa Flamma. C'est le nom de la bannière d'or qui illumine les champs de bataille. Arthur, lui, il a un oriflamme.